Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. La bonne nouvelle vient de tomber pour les amateurs de bande dessinée. Bah oui, un nouvel opus du reporter belge à la houppette jaune va voir le jour. En accord avec les héritiers d'Hergé, la délégation olympique des nageurs belges, nous attendons dans les jours prochains l'édition de On a nagé dans la Seine. Une aventure basée sur un scénario réel. Je rappelle qu'aucun nageur n'a été blessé pendant les faits. Évidemment, je plaisante. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, canal historique. Bonsoir Philippe, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à vous messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et merci pour ce billet de bonne humeur. Aucun nageur n'a été blessé, mais il y en a quelques-uns qui étaient malades quand même. Hein. Il faut quand même le rappeler. Hein. Donc voilà, donc on souhaite bonne chance aux survivants de cette épreuve et longue vie surtout. Alors moi je veux bien enchaîner sur l'actualité du jour. Alors on est toujours en fin d'été, mais en fin d'été il se passe des choses. Et là qu'est-ce qu'on entend à la radio ou sur les ondes? Ou sur Internet, je veux dire. Donc un certain Pavel Durov, que tous les internautes bien renseignés connaissent, qui est le fondateur de Telegram. Il a été arrêté en France ce matin même, je crois, alors qu'il était avec son avion privé. Et ce monsieur s'est fait arrêter au motif de divers crimes, hein, notamment le terrorisme, le trafic de stupéfiants et la fraude. Mon vieux, c'est Al Capone qu'ils ont arrêté, hein, c'est pas un responsable de réseau. Voilà. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on a enfermé Monsieur Graham Bell? Alors, Monsieur Graham Bell, pour les plus jeunes d'entre nous, ça parle pas vraiment. C'est l'inventeur de la téléphonie au 19e siècle en Amérique. Hein. Donc, pour faire très résumé, hein. Et ça revient à ça. Il est connu en tout cas aux États-Unis, Graham Bell. Est-ce qu'on l'a arrêté pour avoir offert un réseau de communication aux bandits? Point d'interrogation. J'ai pas à souvenir de ça. Et puis, on a eu également la mésaventure de Monsieur Elon Musk, que tout le monde connaît, hein, qui est ce milliardaire américain, richissime parmi les richissimes, qui fait de la science et qui s'est récemment rapproché de Monsieur Donald Trump. Et ça n'a pas plu à Monsieur Thierry Breton, qui est le commissaire, on va dire, européen ou le censeur en chef de tout ce qui concerne les choses techniques et sur tout ce qui concerne la diffusion des informations. Donc Thierry Breton, français de son État, est ministre, je crois, de surcroît. Et lui, il a fait les gros yeux à Monsieur Elon Musk suite à ce rapprochement de Monsieur Elon Musk vers Monsieur Trump. Et les gros yeux, Monsieur Musk, il s'en est un peu moqué et il n'a pas fait de bras d'honneur parce que c'est un monsieur très 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 poli. Mais l'idée y était. Et je pense que Monsieur Breton en a pris un peu ombrage et que sa foudre, son ire, comme on disait autrefois, sa colère est tombée sur Monsieur Pavel Durov. Qui est donc en prison et on espère qu'il en sortira parce qu'il n'a pas commis de crime. Son seul crime, c'est lequel? Officiellement, évidemment, hein, c'est d'avoir relayé sur son système, donc Telegram, des choses qui n'auraient pas dû y être, et en particulier des choses qui sont pas gentilles, et en particulier des choses pas gentilles avec ceux qui veulent nous empêcher de respirer, de ne pas être vaccinés, etc. C'est les mêmes, quoi. Hein. Donc voilà. Donc Monsieur Durov, on souhaite qu'il ait un bon avocat pour le faire sortir de là où il se trouve maintenant. La question qui s'est également posée, c'est de savoir s'il n'était recherché qu'en France, puisqu'en fait son erreur aurait été de passer par la France pour aller ailleurs. Il était en transit. La question que je pose à tous ceux qui nous écoutent, elle est ouverte. Je n'ai pas la réponse, c'est de savoir si d'autres pays que la France étaient en recherche de ce monsieur. Voilà. Je voudrais également qu'on parle d'une information qui nous a accompagnés tôt ce matin, qui concerne une éventuelle riposte guerrière de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine et qui se serait passée en tout début de matinée ce matin également. Et donc là, on n'a pas trop d'informations. Tout ce qu'on a compris, c'est qu'il y a des galettes qui sont tombées sur Kiev. Bon, il y a sûrement des zones qui ont été très ciblées et qui ont été détruites. On faisait état, sur les textes qui parlaient de cet événement, on faisait état de 1 mort. Donc, c'est quand même pas la bombe atomique qui est tombée, mais il y a quand même des gens qui meurent. Voilà, et ça relance bien évidemment le conflit et ça le déplace également, puisqu'on passe de l'Est du côté Donbass
au nord-ouest, qui est la ville de Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine, comme vous le savez tous. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Donc les choses avancent. Et puis il y a un autre événement que je voudrais quand même souligner, c'est que les savants, les sachants, les médecins, les scientifiques, les virologues, c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà, ces virologues disent que la variole du singe serait un effet secondaire connu des injections Covid à ARN messager. Alors, je répète, provoque des effets secondaires connus. Ça veut dire que connu et reconnu. Ça veut dire qu'on voit les effets secondaires de ce qui est en fait les conséquences d'une injection de Covid à ARN messager. Voilà, qui provoque une maladie vésiculeuse auto-immune. Voilà. Donc vous avez des petites, un petit peu comme la varicelle, vous avez des points des boules, des petites boules très légères qui sont sur votre peau. Et ça, c'est un effet secondaire connu de la vaccination et non pas ce qu'on veut nous faire croire, la variole du singe. C'était ça l'intérêt de l'article. Alors, il existe des traitements variés que chacun consulte son médecin pour se faire soigner de cette maladie qui peut être grave si on ne la soigne pas. Et donc, on est bien d'accord pour dire que ça n'est pas la variole du singe, mais que c'est une maladie, encore une fois, une maladie vésiculeuse auto-immune qui est connue des médecins. Voilà. Voilà, donc ce que je voulais dire. Là, qu'à ce stade, vous avez les uns et les autres, ou l'un ou l'autre, en présence de Jean-Pierre et de Bruno, un commentaire à faire sur l'avancement de nos pensées. Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. m'entendez-vous? Absolument. Parfaitement. Bon. Alors, en fait, je l'ai déjà dit l'autre jour et je vais le répéter, notre corps physique ne pense qu'à guérir, ne pense qu'à bien se porter. Et à chaque fois qu'il essaye de bien se porter, on dit qu'il est malade. Alors, il fait de la fièvre, on dit il est malade. Non, il fait de la fièvre pour éliminer les poisons qu'il a accumulés. Donc, un peu de confiance. Pour ma part, je m'invite à faire confiance à mon propre corps. Voilà. Dans ses manifestations, s'il fait des pustules, c'est parce qu'on lui a injecté des saloperies et que il a envie de les éliminer, tout simplement. Donc, on va pas, voilà. On peut toujours essayer de nous la faire à l'envers tous les jours, mais à un moment donné, ça va plus le faire. Voilà. Merci de m'avoir entendu. Avec plaisir. Donc, je laisse. La parole à Sylvain. Alors, moi, je vais vous parler de boissons anisées, pour vous annoncer l'actualité en images. Imaginons, la boisson anisée dans le sud, c'est quand même, c'est un art. Voilà, quoi. Imaginons qu'à cet art, nous rajoutons un petit peu de science, du style, voilà, comment justement mélanger les deux pour faire un carburant. C'est l'actualité en images que l'on regarde, et puis juste après, on développera le sujet, les arts et la science, au service non pas du sud, mais de l'humanité. Alors elle roule, monsieur Chambrun, reste à le prouver maintenant. Eh bien, on va vous le faire voir. Vous avez pour le démarrage une pompe qui est ici, qui est l'alcool, et une pompe de mélange. Le mélange se trouve dans le réservoir d'origine et il y a dans le coffre un petit réservoir de 5 litres d'alcool pour le démarrage, pour faire chauffer le moteur. La consommation, quelle est-elle? Eh bien écoutez, nous avons des consommations qui varient de 17 litres, 18 litres, et on fait même du 14 litres de mélange à 50-50 en poids.
encore un inventeur de génie qui disparaît. Bah oui, on a déjà eu Tesla, alors lui c'était vraiment le génie des génies, et puis là, encore un. Ben oui, enfin faut faire la part des choses, hein. Tesla, il a été poursuivi pour l'ensemble de son œuvre et pas simplement pour les carburants. Mais effectivement, alors, il a été poursuivi, il a été pillé en plus de ses études, du résultat de ses études, qui sont toujours masqués quelque part. Alors en fait, c'est toujours la même course à l'invention. Il y a plein d'ingénieurs, notamment en France, hein, qui sont plutôt excellents, qui trouvent des bonnes idées pour pallier le défaut de pétrole, par exemple, puisqu'à cette époque-là, on nous promettait qu'il y aurait bientôt plus de pétrole. Donc c'était plus que la panique. Donc il fallait bien trouver des solutions alternatives. Sauf que l'alerte avait été envoyée beaucoup trop tôt. Elle correspondait à une menace. Elle correspondait à une volonté de faire monter les prix artificiellement. Donc on est à la frontière de la technologie, de l'économie et de la politique. Et ce monsieur ingénieur, il est juste technicien. Il n'est pas politicien et il n'est pas économiste. Donc, il s'est confronté aux deux murs en question, quoi. Et là, certains ont dû lui dire, oui, continuez vos travaux, ça nous intéresse pour qu'on puisse être certain qu'à la sortie, on pourra les détruire ou alors les conserver dans des coffres forts où ils ne serviront que dans 100 ou 200 ans, quoi. En attendant qu'on ait épuisé la logique de la consommation du pétrole, puisque la consommer du pétrole rapporte de l'argent, ça je vous apprends rien, mesdames et messieurs, hein, rapporte beaucoup d'argent à l'État, d'une part, puisqu'il nous taxe dessus, mais surtout à ceux qui l'extraient et qui l'exploitent, enfin qui le font sortir de terre. Donc évidemment que non, on n'allait pas tuer la poule aux œufs d'or, et ne pas comprendre ça, malheureusement, ça a conduit ce monsieur à des inconvénients graves, hein. Alors je dis pas qu'il a été assassiné, mais on dit qu'on perd sa trace au moment où il semblait qu'il était découragé. Alors le découragement fait partie du jeu aussi, hein, il faut quand même en être conscient. La mémoire de l'eau, par exemple, il y a un ingénieur français aussi qui a, d'après certains, laissé sa santé, a essayé de faire cette démonstration qui était brillante, et on lui a toujours opposé le fait que les conditions de l'expérience n'étaient jamais réunies à 100%. Donc il en est devenu fou, carrément, hein, il en a perdu la santé. Et il est mort dans ces conditions-là. Donc on l'a pas vraiment directement assassiné, mais on l'a indirectement assassiné. Et ce procédé, il marche très bien, et je pense que ce monsieur, donc, qu'on vient de voir à l'écran, a dû peut-être mourir pour les mêmes raisons, c'est-à-dire totalement découragé, écœuré, laissé pour compte, pris pour un fou, un original, etc., etc. Donc en tout cas, ce sont des gens qui n'ont pas fait la part des choses et qui n'ont pas pu voir que ils étaient confrontés également à des notions économiques et politiques extrêmement lourdes qui dépassaient de loin la problématique technique, qui semble effectivement, quand on y regarde de plus près, une problématique relativement facile à résoudre. Moteur à eau, moteur à hydrogène, moteur à alcool, encore aujourd'hui, hein. Personnellement, je me suis renseigné il n'y a pas très longtemps. Alors les réponses sur l'éthanol, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, sont assez floues. Chacun nous dit, ah ben tel constructeur le fait. Alors on se tourne vers le constructeur en question qui nous dit, ben oui, mais il y a des conditions, c'est pas vraiment fiable. Enfin, on a l'impression qu'ils veulent nous le vendre, mais sans nous le vendre encore, hein, voilà. En fait, la raison est toute simple, c'est que tant que le prix de l'éthanol ne sera pas au prix du pétrole, évidemment que l'éthanol sera pas mis en avant, hein. Mais si demain ils décident de mettre des taxes telles que l'éthanol revienne au prix du pétrole, ça ira très bien. Ça va bien se passer, l'éthanol va passer dans tous les moteurs. Vous allez voir, ça va bien se passer. Donc voilà, donc on est sur une manipulation générale, géante, de laquelle on n'avait pas le dessous des cartes il y a encore pas si longtemps, mais grâce à Internet, n'est-ce pas? Eh bien, l'information circule de telle sorte que tout devient logique, tout s'explique, et malheureusement, on a des mauvaises surprises et des gens qui disparaissent alors qu'ils ont inventé des choses formidables. Voilà le commentaire que m'inspire ce document. Alors, il y a eu d'autres noms que ce monsieur que je ne connaissais pas, à vrai dire, hein. Il y a un certain Stanley anglais aussi qui avait fait ce genre de découverte et alors lui carrément s'est fait assassiner. Bon voilà, donc je dirais que c'est une galerie de portraits de gens qui ont mal fini, soit de mort violente, soit de mort indirecte, mais qui n'ont pas eu une vie suffisamment longue pour pouvoir voir l'éclosion de leurs solutions qu'ils apportaient au monde. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'à la fois caractéristique de l'industrie, de la grosse industrie qui veut toujours nous imposer la consommation de ses produits une fois qu'elle est devenue plus forte que le consommateur, qui jusqu'à maintenant avait le choix. Maintenant il ne l'a plus. On le sait depuis Monsieur Ford, hein, dans les années 20, que les Américains auront le choix de la voiture de leur choix, pourvu que ce soit une Ford T, hein. C'était le nom de la Ford standard qui était produite à cette époque-là, et qui avait pour mission d'arroser le marché. Donc il était hors de question de sortir d'autres modèles que celui-ci. Ça marchait si bien. On avait pensé à la place des Américains quelle était la voiture idéale, on l'avait fabriquée, et les Américains n'avaient plus qu'à payer, hein, voilà, et surtout pas à dire qu'ils voulaient autre chose.
Donc voilà, et alors après ça s'est arrangé bien sûr, hein. Mais donc voilà, c'est ce qui est important, c'est de voir cet affrontement permanent qu'il y a entre l'intelligence des créateurs d'une part et la malveillance des exploitants, de ceux qui sont dans l'argent et qui sont prêts à tout, évidemment à tout, hein, parce que lorsqu'on en arrive à tuer des gens, c'est qu'on est prêt à faire plein d'autres choses, hein. Eh bien, surtout en le cachant. Encore une guerre, c'est une guerre. On sait qu'on est là pour se tuer les uns les autres, mais dans une aventure économique, certains ingénieurs étaient loin de se douter des risques qu'ils prenaient. Voilà. Aujourd'hui, on en sait un peu plus long sur la question. Donc, la prudence est de mise. C'est la raison pour laquelle, au sein du CNTF-CH, nous disons que lorsque les affaires auront changé et que d'autres gouvernements viendront au pouvoir, en France ou ailleurs, eh bien, il sera possible de défaire toutes ces informations, de les récupérer, soit qu'elles aient été bloquées sous la forme de brevets, hein, ce qui est le plus courant, soit qu'elles aient été mises sous un boisseau quelconque par un parent qui aurait, par héritage, dit à ses enfants, voilà, lorsque les affaires iront mieux, vous pouvez découvrir ceci qui se trouve dans la cave, etc., hein, et remettre au goût du jour des inventions qui ont été jusqu'à maintenant tues, hein, tout simplement pour des raisons économiques et des raisons financières, bien sûr, hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, donc, nous, au sein du CNTFCH, donc, on mettra en avant ces inventions, ce qui nous laisse penser, et sans aucun esprit d'utopique, on n'est pas dans l'utopie, on est dans la réalité des choses, hein, que nous saurons très vite comment faire fonctionner un objet indépendamment de l'attraction terrestre, par exemple. Nous saurons très vite comment déplacer des objets avec une énergie qui ne soit pas embarquée, c'est-à-dire c'est une énergie qu'on va aller chercher dans l'éther, ce qu'on appelle, hein, ce que Tesla appelle l'éther. Tout ça, ce sont des grandes pistes qu'on n'a pas creusées parce que il était hors de question que les gens comme vous et moi en profitent. Puisque si on en avait profité, on aurait été dans une logique de gratuité, puisque l'air ambiant est gratuit jusqu'à maintenant, hein, ça peut ne pas durer. Mais l'air ambiant est gratuit, donc évidemment qu'il n'y avait pas d'argent à faire avec ça. Donc il valait mieux continuer avec le pétrole plutôt que de faire des nouveautés qui vidaient les poches de ces messieurs. Donc voilà, donc nous, quand on sera au pouvoir, hein, disons les choses, quand la logique du CNTF-CH sera au pouvoir, quand la logique de la démocratie sera également la bonne, celle qui sera retenue par les êtres humains, eh bien, à partir de ce moment-là, on aura acquis une liberté de déplacement, on aura acquis la suppression des problématiques d'énergie et on aura acquis la gratuité sur tout ce qui coûte de l'argent, c'est-à-dire pour l'essentiel, justement, l'énergie. Donc il y aura plus de raison de se tirer les uns sur les autres. Tout le monde sera sur le même pied d'égalité et tout l'argent qui aura été gagné jusqu'à maintenant par les grandes sociétés pour faire effectivement utiliser cette énergie à leur avantage, eh bien cet argent-là sera redistribué. Alors selon des modalités qu'on n'a pas encore mises au point, évidemment, hein, mais il y aura des plus-values qui vont aller ailleurs que dans le pétrole, que dans l'hydrogène, que dans je ne sais quoi. Je ne sais quel carburant, le gaz essentiellement, hein, qui nous fait tellement parler aujourd'hui. Gaz et pétrole, qui sont les deux piliers d'un jeu, je dirais, économique, qui est à la fois technique parce qu'il nous permet de faire avancer des voitures et des fusées, mais qui est surtout politique parce qu'il nous permet de donner d'une telle puissance à celui qui a du gaz par rapport à tel autre qui n'en a pas. Donc voilà, nous en sommes toujours là, et ce qu'on a vu tout à l'heure illustre parfaitement à la manière des années 70. On a même reconnu pratiquement le coup de caméra employé dans ces années-là. Donc l'authenticité du reportage elle n'est pas du tout mise en cause. On est sur vraiment un reportage des années 70 qui parlait de ça. Ouais, et déjà dans les années 70. Donc il y a eu des espoirs, il y a eu dans ces années-là des espoirs et qui ont tous été déçus. Oh ben non, mais ça marche pas, ou ça marche mal, ou machin. Il suffisait de faire courir un bruit pour dire qu'il y avait un danger quelconque, etc. Et ça mettait fin à la filière. Ça mettait fin à l'histoire de cette possibilité de faire de l'énergie à partir de l'eau, à partir de l'air. Voilà. Voilà ce que nous voulions dire. Alors est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, mesdames et messieurs? Surtout messieurs. Oui, Une parole pour nous. le sujet de l'émission me réjouit. J'ai cherché dans un assez vieux dictionnaire, pas si vieux que ça, un dictionnaire qui a 20 ans à peu près. L'artiste, c'est le principe créateur. C'est le principe créateur. Donc l'art, c'est quelque chose d'universel dans la vie. Et pas seulement que les humains. Regardons le nid d'un oiseau, c'est une œuvre d'art fantastique. Et une œuvre de science, parce que pour bâtir un nid
avec des petites branches et du plumage, c'est quand même tout un art pour aller faire un nid douillet. Donc, et la science, les arts et les sciences, ils sont reconnus depuis l'Antiquité, depuis la création de la vie, pour être des sujets d'épanouissement pour l'humanité. Non seulement d'épanouissement, mais évidemment de bien-être, puisque la science permet de se libérer de toutes les contraintes matérielles et spirituelles. Merci d'avoir entendu. Nous avons eu une petite conversation il y a quelques jours de cela, Jean-Pierre et moi, justement, par rapport à la musique et par rapport à la mathématique, et nous avons justement fait le constat que tout ce qui était musique était relativement mathématique. Eh oui. Ah bah, complètement en mathématiques. Les arts rejoignent la science. Voilà, voilà. Je crois que c'est un physicien grec, d'ailleurs, vivant, hein, qui explique que dans la nature, il y a la musique et il y a la philosophie, je sais pas quoi. Enfin, bon, il y a 3 points d'après lui. Hein, donc, la musique fait partie prenante de ce sur quoi nous, êtres humains et êtres vivants en général, hein, puisque les plantes vertes adorent Mozart, hein, comme vous le savez, comme moi, hein, et elles s'épanouissent. Donc je suis en train de faire un essai, visiblement il va falloir que je change de musicien là. Il me semble que la plante va pas très fort. Mais donc on peut adapter ou adopter la musique de son choix en fonction de la plante qui va réagir à la musique de telle ou telle façon, quoi. Voilà. Selon les fréquences, les plantes en fait sont un petit peu comme nous, c'est-à-dire que si jamais on nous met dans certaines musiques des fréquences qui sont mortifères, etc., toute la journée on va pas être content, on va pas être heureux. On est un peu comme les plantes. On est exactement comme les plantes. On a une glande pinéale qui réagit plus ou moins selon les personnes, selon sa calcification plus ou moins importante. Voilà, donc tout ça est à remettre à l'ordre du jour. Tout ça est à mettre à l'ordre du jour tout court, j'ai envie de dire, hein, puisque jamais on nous a enseigné ces choses-là. Jamais on nous a dit voilà, la musique peut faire ceci à tel et tel comment dirais-je, avantage, etc., etc. Alors il existe des médecines allopathiques qui tiennent compte enfin des médecines générales, pardon, qui tiennent compte d'un certain nombre de qualités de la musique, justement, hein. La musicothérapie, effectivement, ça fait partie des solutions pour se soigner, par exemple, hein. Alors après, c'est étudié sur le at the edge, c'est-à-dire sur le bord. C'est étudié sur le bord, mais il n'y a pas d'université pour ça. Il n'y a pas de reconnaissance officielle de ça. Donc, ce qui veut dire que la science en question, elle est mise un peu de côté, elle est marginale, elle est envoyée vers des logiques je dirais, de certaines personnes qui sont pas forcément très honnêtes, alors que les 90% des autres le sont. Et ce qui est bien dommage, ça salit l'image, etc. Il n'y a pas de reconnaissance. Donc, à partir de là, ça ne permet pas de développer sincèrement et justement ces solutions alternatives qui passent pas par la médecine très très lourde, mais par des médecines légères, que ce soit là justement la musicothérapie ou que ce soit d'autres médecines. Alors nous ne sommes pas médecins, on va pas faire de cours de médecine ici. En revanche, je vais rebondir sur les arts et la science au service de l'humanité, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. C'est qui était notre sujet du soir, les arts et la science au service de l'humanité. Alors, vous allez me dire, au service de qui sont-ils aujourd'hui? Alors, justement, tout à l'heure, on parlait de la science qui était captive ou capturée par un certain nombre d'individus qui la gardent à leur propre, comment dire, pour leur propre intérêt, voilà, hein, tout simplement, et qui, dans leur intérêt toujours, préfèrent la cacher plutôt que de l'exposer. Dans la science, nous propose des solutions nombreuses pour nous, êtres humains, comme pour la nature d'ailleurs, hein, à l'avantage de la nature, des solutions nombreuses qui ne sont pas mises en œuvre, qui ne sont pas mises en œuvre pour les raisons qu'on a évoquées, économiques, voilà, et financières bien sûr, hein. Alors la science, quand est-ce que la science sera mise au service de l'humanité? Alors certains disent, quand elle est déjà au service de l'humanité. Vous voyez, on n'en fait pas grand-chose à part des armes. Alors c'est vrai que l'armement est un sujet particulièrement d'actualité en ce moment, hein, mais qui a toujours été d'actualité. Voilà, on est sur une guerre chaude à certains endroits de la planète. Avant, on a eu la guerre froide, pendant laquelle on a été cornaqué, supervisé par le terrorisme, comment ça s'appelle, de l'atome, quoi, atomique, quoi, hein, voilà. Et alors tout ça a été remplacé maintenant par des guerres chaudes. Bizarrement d'ailleurs, on a l'impression qu'on reprend des matériels de la guerre de 39-40, voire même de 1914, avec des tanks qui ressemblent à des choses qu'on a déjà vues, hein, quand même. Mais c'est ceux-là qui reprennent du service. Alors ils ont sûrement des capacités énormes. On me dit que la grande révolution de cette guerre qui se déroule maintenant vers nous, en tout cas du côté de l'Ukraine,
Eh bien, la grande révolution nous dit que ce sont les drones. Alors, c'est amusant que ce sont les drones. C'est-à-dire qu'en fait, ça voudrait dire que, à la limite, nos ancêtres auraient pu utiliser des cerfs-volants. J'exagère à peine, hein. C'est-à-dire qu'ils auraient pu mettre des arcs et des flèches sur des cerfs-volants et les lâcher sur les troupes ennemies. On n'est pas très loin d'une solution pas régressive, mais de premier niveau, quoi. Hein. Voilà. Et on est retombé dans ce type de conflit avec des armes qui sont certes plus rapides, plus évidemment plus technologiques, mais qui utilisent des principes qui sont des principes un peu vieux comme le monde, quoi. Un peu tout simple. Alors peut-être que je dirais le changement de format de la lutte aujourd'hui, c'est ça, c'est passer par des systèmes de drones nombreux et variés, difficiles à contrôler, difficiles à intercepter, difficiles à brouiller, parce que ce sont des objets qui sont transportés par des brouillages radio, évidemment par des ondes radio qui peuvent être brouillées. Donc voilà. Alors la science est au service de l'humanité. Ben, si elle était vraiment au service de l'humanité, c'est ce qu'on se disait il y a quelques minutes en arrière. Eh bien, on aurait des solutions pour l'énergie. Et dès lors qu'on a la solution pour l'énergie, c'est ce qui fait la force d'une civilisation, c'est son énergie. C'est sa capacité à la mobiliser, en tout cas. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des scientifiques. Et donc, dès lors qu'on soulève le couvercle et qu'on permet à ces solutions d'émerger, eh bien, on obtient des choses merveilleuses pour l'avantage de chaque être humain. Et là, politiquement, il y a des conséquences immédiates. Imaginez, vous êtes autonome dans vos déplacements, vous êtes capable de voler. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Quand je dis voler, hein, c'est pas comme les ministres, hein, c'est voler avec des ailes. Vous êtes capable de voler. Et donc, c'est merveilleux. Et là, vous avez plus du tout les mêmes besoins. Alors, en plus, vous pouvez vous nourrir de l'air du temps. Vous savez, il y a des chansons qui disent « Et nous vivions de l'air du temps ». Eh bien, ça va être exactement ça, ce que certaines personnes appellent le prana, hein, n'est-ce pas, hein. Ils savent de quoi je veux parler. Eh bien, c'est dans l'air du temps, effectivement. Donc, on fera pas des bons repas avec du prana, mais on fera suffisamment pour se nourrir et pour avoir d'autres sources d'intérêt que de manger, de boire, voilà, certaines choses basiques. Et on va pouvoir se diriger vers d'autres activités, bien évidemment. Et l'humanité a pour vocation à se développer et a pour vocation voilà, à se réveiller, s'éveiller, croître, embellir, hein, comme on dit. Hein, voilà. Voire même, j'ai envie de dire, pour poursuivre le raisonnement, a pour vocation à se projeter. C'est-à-dire que notre Terre deviendrait, si nous avions tous ces avantages à nos services, notre Terre deviendrait sinon une prison, en tout cas un lieu un petit peu étroit, quoi, tout simplement. Donc il faudrait penser à aller voir ailleurs si nous y sommes ou si d'autres que nous n'y seraient pas par hasard, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc ces rencontres-là, on peut aussi les envisager dès lors qu'on a un système d'énergie qui est performant et qu'on a su étudier, mettre au point pour des voyages interstellaires, pour un tas de choses comme ça. Voilà. Alors, les arts, on peut aussi dire quoi? Ben, tout simplement, ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre, c'est que les arts, c'est quoi? C'est la créativité. C'est la créativité de chaque individu. Donc, il y a des choses qui nous paraissent belles, moi, à mes yeux, qui vont paraître moins belles à d'autres yeux, c'est subjectif, mais carrément, quand on est un humain, qu'on soit chinois ou qu'on soit patagon ou qu'on soit esquimau, on est quand même sensible à la forme de ce que l'on voit. Et ça, c'est le succès de l'art. Et il est typique de qui? Des Esquimaux? Des Argentins? Non, il est typique de l'être humain. Voilà. Donc, qui a ça? Ben, est un humain. Donc c'est presque l'art, c'est presque un signe de reconnaissance. Vous savez, on avait envoyé dans les années 70 justement une fusée avec un dessin qui représentait un homme, une femme, qui avait la main comme ça. Et ça, c'était le but, c'était d'envoyer une bouteille à la mer, c'est-à-dire en l'occurrence une fusée dans la stratosphère, pour savoir si des civilisations parallèles pourraient éventuellement la récupérer, faire un petit signe et nous le renvoyer avec un accusé de réception. Ça n'a pas eu lieu sous cette forme-là, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages dont on n'a pas de raison de douter, qui nous disent que ces rencontres, elles ont eu lieu, bien sûr. Alors, pas forcément ici, peut-être ailleurs, mais ici aussi, de façon discrète, etc. Alors, ce que nous disent certaines personnes, avant que on termine peut-être cette session-là et que je passe la main, ce que nous disent certaines personnes, c'est qu'il faut, avant toute chose, aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, qui est un contexte de violence, qui est un contexte d'attrition, quand vous ouvrez le poste, tout est en train de se déglinguer, hein, tout va tomber par terre, etc. Quand on écoute la radio ou la télévision, je vous en parle pas. Donc tout ça, c'est bullshit.
C'est pas moi qui le dis, hein, c'est d'autres personnes. Et donc c'est remplaçable. C'est remplaçable par ce que vous voulez vraiment faire de vous-même avec vos qualités personnelles. Donc ça nous pousse vers faire de l'art en fait, hein, c'est-à-dire de la création, quoi. Voilà ce qui nous est conseillé par des personnes qui, ma foi, ont des expériences de vie passées ou présentes qui méritent d'être observées. Et je pense que, enfin, c'est ma conviction personnelle, qu'on aura bientôt des aides où des personnes vont nous expliquer comment être heureux, parce qu'il n'y a pas de parti politique qui nous explique comment on va être heureux, hein, ça n'existe pas ça. Par contre, dans la démocratie, oui, c'est un art de vivre. Et là, si on adopte, comme c'est normal, le système démocratique sur la Terre et dans le reste de la Terre d'ailleurs, eh bien, si on adopte ce système, on va vers un bonheur, tout simplement, le bonheur. Et on n'est plus attaché à des réseaux, à des systèmes politiques. On ne délègue plus notre pouvoir à qui que ce soit, etc., etc. Hein, ça fait partie des choses que la technologie nous permettra de mettre en avant. Voilà ce que je voulais dire, grosso modo, pour ce soir. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, je veux bien. J'ai beaucoup apprécié, Philippe, quand tu as parlé de bonheur par rapport aux arts et aux sciences. C'est ce qui permet aux humains, et particulièrement à notre espèce humanoïde, d'être heureux. Les arts et la science. Imaginons un monde où il n'y a que des machines qui font du bruit, sans musique, sans film, sans livre, sans peinture, sans sculpture. Même les pires des humains apprécient quelque chose qui est beau. Même par exemple, les SS appréciaient d'écouter de la belle musique. C'est incroyable. Un mec était prêt à tuer, qui tout d'un coup se laisse transporter par une musique et qui sauvegarde la vie de la musicienne alors qu'ils auraient pu l'envoyer en chambre de concentration, en chambre d'exécution. Donc voilà, les arts et les sciences, c'est le bonheur de l'humanité. Donc c'est mon bonheur et puis c'est peut-être le vôtre aussi, je vous le souhaite. Alors c'est bien que tu donnes cet exemple parce que effectivement les SS admiraient une certaine forme de musique et en particulier la musique de Wagner qui était réputée plaire à ces gens. Alors comme disait Woody Allen qu'on ne soupçonne pas d'avoir été un SS, quand j'écoute du Wagner trop longtemps, ça me donne envie d'envahir la Pologne. Alors effectivement, il y avait chez Wagner. Il y avait chez ce musicien une certaine forme de recherche de l'être supérieur qu'on a raccroché à la philosophie de Nietzsche, à tort ou à raison, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup Wagner. Pourtant, je ne suis pas un S ni un SS, voilà, ni quelqu'un de violent. Mais voilà, mais il y a certaines personnes aussi qui ont le droit d'avoir des goûts différents des autres ou des goûts marqués pour certains arts et pas d'autres. Alors, j'aime beaucoup quand des présidents de la République française s'intéressent, comme ça a été le cas de Jacques Chirac, au fameux Taïnos, et s'intéressent à des cultures halogènes, enfin étrangères, anciennes. Ça, c'est très bien, parce que il ne faut pas s'intéresser qu'à ce qu'on a devant soi. Hein. Il faut s'intéresser au reste du monde et l'acculturation, c'est-à-dire le mélange des cultures, ça devrait être notre quotidien. Hein, pour l'instant, on n'est pas dans l'acculturation, on est dans l'envahissement, l'invasion, on va dire, de certaines personnes qui viennent sans culture détruire celle de la culture d'accueil, quoi. Ça, c'est pas bien. Hein, voilà. Au niveau des arts, on a quand même de la chance avec la musique électronique parce que là, à ce niveau-là, personne ne la parasite. Tout reste à faire, tout reste à créer, tout reste à inventer. Exactement. Voilà, ce sera peut-être le mot de la fin. Oh bah si on veut, en même temps je peux vous donner un petit dicton du Sud, hein, histoire de pirater le thème du jour. Ah bah oui, dans le Sud on dit faire les arts au soleil, c'est la science des vacances. Ah, ça c'est très bien. Savoir se reposer et ne vivre que pour son bonheur. Qu'on oublie le fait qu'on est soi-disant né sur Terre pour travailler, pour gagner chèrement notre pitance, si maigre soit-elle. Donc je pense qu'il y a d'autres projets à mettre en avant. Que le travail pour le compte d'autrui qui exploite les autres. Il y a forcément d'autres solutions. On est à la veille de découvrir ces solutions. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que ceci est un message non seulement d'espoir, mais de mise en avant de tous ces projets qui vont aboutir. Alors on dit souvent, il suffit d'y penser pour que ça arrive. Alors ça peut paraître un petit peu exagéré, mais il y a quand même quelque chose de ça. C'est-à-dire que si on y pense souvent et tout le temps, en se rasant le matin, comme on dit de certaines personnes, elles y pensent en se rasant le matin, eh bien, ça finit par arriver. Donc, soyons optimistes. N'écoutons pas les oiseaux de malheur. N'écoutons pas trop les nouvelles qui nous emmènent à faire baisser nos vibrations, comme on dit. Hein.
et soyons dans la positivité et les choses vont arriver. Nous en sommes certains au sein du CNTF-CH. Eh bien, ce sera la dernière parole. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous également. Rendez-vous le prochain avec la France Libre, le CNT. J'ai pas tout dans l'ordre, mais c'est pas grave. Ce sera mercredi aux alentours de 19h30. Excellente soirée à vous. Bye.